Lors du dîner de Thanksgiving, mes parents ont ricané, nous avons enfin vendu la maison de grand-mère. De toute façon, tu n'étais pas dans le testament. Ma sœur a ajouté en riant, tant mieux, elle l'aurait juste gaspillé. J'ai pris une gorgée de vin et ai répondu, parfait. J'espère que vous profiterez bien de l'argent. Puisque c'est moi qui ai acheté la maison. La table est devenue silencieuse. Bonjour, je m'appelle Malin Harris, j'ai 32 ans, je vis actuellement à Chicago et je travaille comme architecte pour un cabinet de design spécialisé dans la transformation de vieux bâtiments en espaces modernes. En surface, ma vie peut paraître stable et bien organisée, mais derrière cette façade calme se cache une enfance et une famille qui m'ont toujours fait me sentir comme une étrangère. Je suis la cadette de 3 frères et sœurs. Ma sœur aînée, Victoria, qui a toujours été louée comme le modèle de la réussite avec ses résultats scolaires exceptionnels, sa brillante carrière et le sourire radieux que mes parents n'ont jamais manqué une occasion de montrer aux parents. Et mon plus jeune frère, Ethan, qui n'a jamais été tenu responsable de ses erreurs, toujours choyé avec l'excuse que, il est encore jeune. Il a besoin de temps pour grandir. Dans ce portrait de famille, je n'étais rien de plus qu'une ombre faible prise entre deux extrêmes. Victoria brillant sous les projecteurs et Ethan à l'abri de toutes les tempêtes que la vie pouvait apporter. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris ce que c'était que d'être abandonné dans ma propre maison. Quand j'ai ramené un dessin primé de l'école, mon père n'a marmonné que quelques mots distraits avant de se tourner pour écouter Victoria parler de son entrée dans la classe d'honneur. Quand j'ai voulu parler du projet scientifique qui me passionnait, ma mère n'a fait qu'un léger sourire avant de se précipiter pour réconforter Ethan parce qu'il venait de manquer un but dans son match de football scolaire. C'était toujours comme ça, l'attention de mes parents tournait soit autour de Victoria, soit se concentrait sur Ethan. Quant à moi, avec ma nature calme et mon habitude de garder mes sentiments cachés, je suis progressivement devenu l'enfant invisible, celle dont la présence ou l'absence ne semblait faire aucune différence. Sans ma grand-mère, Eleanor, j'aurais peut-être grandi sans jamais savoir ce qu'était le véritable amour. Elle vivait à Boston dans une vieille maison en bois de 2 étages dans une rue calme ombragée par des érables. Cette maison sentait toujours la cannelle et la citrouille à l'automne, et en fin d'après-midi, la lumière dorée qui filtrait par les fenêtres tombait sur le vieux piano où elle aimait jouer des mélodies simples et chaleureuses. Grand-mère Eleanor était la seule personne qui me voyait vraiment, qui m'écoutait quand je parlais de mes petits rêves étranges, et qui me louait non pas pour mes réussites, mais pour mes efforts et la façon dont j'observais le monde. Quand toute la famille se réunissait et que j'étais négligé, elle me serrait contre elle, posait une main sur mon épaule et chuchotait. « Tu remarques les choses que les autres manquent. Maddie, c'est un don. Ne l'oublie jamais. » Chaque été, je restais avec elle. Nous restions assises pendant des heures sur le porche, elle dans un fauteuil en osier grinçant pendant que je posais ma tête sur un oreiller et l'écoutais raconter des histoires de sa jeunesse, d'un mariage qui s'était terminé. Et des années qu'elle a passées à élever ma mère seule. Nous nous occupions ensemble du jardin où elle plantait des tournesols, les fleurs, disait-elle, se tournaient toujours vers la lumière, tout comme toi. Elle m'a appris à faire une tarte à la citrouille avec une croûte croustillante et une garniture douce et sucrée. Et elle m'a appris à suivre les dépenses dans un petit carnet pour que je n'aie jamais à dépendre de personne. Pour moi, chaque moment avec elle était une affirmation que je comptais, que je méritais d'être aimé, même quand ma propre famille me faisait souvent me sentir comme rien de plus qu'une ombre. Maintenant, des années après avoir quitté cette maison, chaque fois que je m'en souviens, je peux encore imaginer vivement l'odeur de la cuisson remplissant la cuisine, le vieux piano jouant des notes légèrement fausses mais réconfortantes, et ces après-midi d'automne où les feuilles d'érable couvraient la cour, et elle et moi rions de choses insignifiantes. L'amour d'Eleanor n'était pas seulement mon plus beau souvenir, mais aussi le seul fil qui me maintenait connecté à un sentiment d'appartenance. Dans une famille qui m'a toujours mise à l'écart, elle était la seule preuve de mon existence. Et cet amour, jusqu'à ce jour, est la seule chose qui m'aide à croire que ma valeur ne dépend pas de la reconnaissance de mes parents ou de mes frères et sœurs, mais de la façon dont je vis honnêtement en étant moi-même. Je me souviens clairement du jour où j'ai reçu la nouvelle de son décès. J'étais en dernière année à l'université en Californie, enseveli sous un lourd emploi du temps de projet de fin d'études et de garde à temps partiel pour payer le loyer. Le téléphone a sonné pendant une garde au café près du campus, et la voix de ma mère est sortie, froide et sèche. « Ta grand-mère est décédée ce matin. » Pas de mots de réconfort, pas de consolation. Je me suis figé, un plateau de café tremblant encore dans mes mains, et j'ai senti un vide immense à l'intérieur. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était de rentrer à Boston immédiatement pour la voir une dernière fois, pour tenir la main qui avait serré la mienne pendant mon enfance et l'entendre murmurer « Maddie,
tu es ma fierté. Cette nuit-là même, j'ai cherché un billet d'avion. Les tarifs étaient élevés parce que je réservais à la dernière minute, mais je m'en fichais. J'avais juste besoin de rentrer à la maison. J'ai appelé mon père et j'ai demandé si la famille pouvait m'aider avec une partie du coût, même un peu, car mes économies étaient épuisées après le dernier semestre. Il est resté silencieux quelques secondes, puis a dit d'une voix plate, « Tu es une adulte maintenant. Si tu veux vraiment y aller, débrouille-toi. Ne nous dérange pas », j'ai raccroché le cœur lourd. Quelques heures plus tard, j'ai envoyé un message à ma mère, espérant qu'elle comprendrait. Elle a répondu sèchement, « Nous sommes tous en deuil. Ne sois pas égoïste et ne pense qu'à toi. » Je me suis effondré sur le sol de mon petit appartement, et les larmes sont venues. À ce moment de perte, j'ai réalisé que j'étais complètement seul. Je me suis forcé à prendre des gardes supplémentaires, espérant rassembler assez d'argent en quelques jours. Mais juste au moment où j'ai trouvé un billet moins cher, mon téléphone a sonné avec un message vocal de ma sœur Victoria. Les funérailles ont eu lieu ce matin. Tu n'as pas besoin de revenir. Tu ne ferais que rendre les choses plus difficiles. Tout le monde est épuisé. Je n'en croyais pas mes oreilles. Il ne m'avait jamais dit que la cérémonie avait été avancée. Il ne voulait pas de moi là-bas. Il m'avait enlevé ma dernière chance de dire au revoir à la seule personne qui avait vu ma valeur. J'ai sangloté jusqu'à ce que ma gorge se noue dans cette petite chambre humide. Il n'y avait personne pour m'entendre, personne pour me réconforter. Pour la première fois, j'ai vraiment ressenti le froid d'être rejeté par ma propre famille. Après les funérailles, j'ai appelé ma mère, désespéré d'obtenir une explication. Elle a soupiré et a parlé avec un calme accusateur. « Tu n'es pas dans le testament », m'a dit. « Ta grand-mère a laissé la maison à ton père et à moi pour simplifier les choses. Tu as choisi de partir et de construire ta propre carrière, alors ne t'implique pas dans les affaires de famille. » Ces mots m'ont transpercé comme une lame. Non seulement il m'avait volé ma chance de la voir une dernière fois, mais il m'avait également retiré de tout héritage, comme si mon existence ne valait même pas la peine d'être considérée. Ils l'ont dit aussi nonchalamment que s'il annonçait la météo, sans le moindre remords ni la moindre pitié. Je me souviens être resté assise pendant des heures sur ce petit lit grinçant, serrant un oreiller et fixant le plafond moisi. Je ne pleurais plus. Mes larmes s'étaient taries. Ce que je ressentais, c'était un vide immense et une vérité indéniable. La seule personne qui m'avait jamais fait me sentir vu était partie, et les autres ne prenaient plus la peine de cacher qu'ils me considéraient comme une ombre. La maison en bois où je me sentais autrefois à ma place, l'endroit où Eleanor et moi avions partagé tant de souvenirs, était maintenant déclaré appartenir à mes parents, et ils me traitaient comme si je n'avais aucun droit. On m'a refusé la chance de la voir une dernière fois, on m'a refusé le droit de garder quoi que ce soit qui lui avait appartenu, on m'a refusé toute reconnaissance dans le testament, tout a été effacé, comme si je n'avais jamais fait partie de sa vie. Dans les jours qui ont suivi, j'ai essayé de me plonger dans mes études pour engourdir la douleur. Quand des amis me demandaient pourquoi je n'étais pas rentré, je forçais un sourire et disais que j'étais occupé avec les examens. À l'intérieur, l'amertume s'est installée profondément. Je savais la vérité. Ma famille avait choisi de m'effacer. Tout ce qu'il me restait, c'était des souvenirs d'elle, de son rire, de l'odeur de la tarte à la citrouille, de la mélodie désaccordée du piano, tout devenant le seul héritage qu'on m'autorisait à garder. À partir de ce moment, je me suis juré que je cesserais d'attendre quoi que ce soit de mes parents ou de mes frères et sœurs. Je me débrouillerais seul et j'écrirais ma propre histoire, car si je ne le faisais pas, je resterais une étrangère dans ma propre famille pour toujours. Après l'obtention de mon diplôme, je ne suis pas retourné à Boston. J'ai plutôt choisi Chicago comme point de départ. La ville était assez grande pour que je puisse me fondre dans la foule, assez loin pour échapper à l'ombre de ma famille, mais assez proche pour que le souvenir d'Eleanor ne s'estompe jamais complètement. J'ai loué un petit appartement à Lincoln Park, au 3e étage d'un vieil immeuble en briques rouges avec des fenêtres donnant sur une rangée de chênes. Au début, l'appartement ne contenait que quelques objets. Un canapé d'occasion acheté dans une friperie, une table à manger en pain avec un bord ébréché. Mais pour moi, cela représentait une liberté absolue. Pour la première fois de ma vie, j'avais un espace entièrement à moi où je pouvais choisir l'art sur les murs et allumer les bougies que je voulais le soir. Mon premier emploi était dans un petit cabinet d'architecture spécialisé dans les rénovations commerciales. Le salaire de départ n'était pas élevé, mais je me suis jeté dans le travail avec toute l'énergie que j'avais. J'étais souvent celle qui éteignait les lumières le soir, ajustant chaque ligne d'un dessin jusqu'à ce qu'il soit parfait.
Le soir, je prenais des projets en freelance en ligne, concevant des cafés, de petites boutiques. Chaque dollar que je gagnais, je le gérais avec soin, payant le loyer, achetant une chaise de bureau convenable et économisant le reste. La vie n'était pas glamour, mais je savais que je posais les bases de quelque chose de durable. Ces efforts ont lentement porté leurs fruits. Après 3 ans, j'ai été promu chef de projet et j'ai commencé à travailler sur des projets plus importants, rénovant un centre commercial, créant des intérieurs pour une chaîne de restaurants. Avec un revenu plus stable, j'ai constitué de réelles économies. J'ai ouvert un compte d'investissement, j'ai appris à placer de l'argent dans des fonds indiciels et de petites entreprises immobilières. D'une manière étrange, être abandonné par ma famille m'avait rendu financièrement discipliné, car je comprenais que personne d'autre que moi ne s'occuperait jamais de moi. Au fur et à mesure que ma carrière avançait, mes liens avec ma famille se sont de plus en plus estompés. Le jour de mon anniversaire, je ne recevais qu'un message laconique. Joyeux anniversaire, pas de cadeau, pas de nouvelles sincères. Pendant les vacances, il ne se souvenait de moi que lorsqu'il était temps de partager le coût d'un Airbnb. Ma présence n'était jamais considérée comme nécessaire. J'ai essayé de me présenter parfois, apportant de petits cadeaux achetés avec mes économies, mais j'ai été accueilli avec indifférence. Je me souviens clairement d'un Noël. Mon père a loué Victoria pour une promotion, puis s'est tourné vers Ethan et, malgré son manque de réalisation, a roucoulé, notre fils se débrouille très bien. Il réussira. Quant à moi, venant de terminer mon premier grand projet pour le cabinet, on m'a posé une question superficielle. Le travail va bien? Et la conversation à table a immédiatement changé. À ce moment-là, j'ai compris clairement que j'étais une étrangère dans ma propre famille. Malgré tout, il y avait une chose que je ne lâcherai jamais. Le souvenir de grand-mère Eleanor et de la maison en bois à Boston. Tard le soir, quand Chicago était calme et que le bruit des trains surélevés flottait au loin, je fermais les yeux et j'imaginais le craquement des planchers sous mes pieds, la légère odeur de lavande dans l'air et l'odeur persistante de la tarte aux pommes venant de sa cuisine. Je me souvenais du vieux piano sur lequel elle hésitait en jouant et de ces après-midi d'automne où nous étions assises sur le porche à regarder les feuilles d'érable tomber. Cette maison, avec tous ses souvenirs et sa chaleur, était le dernier fil qui me reliait à ma famille, non pas à cause d'eux, mais à cause d'elle. Dans mes moments de faiblesse, quand le travail m'épuisait ou que la solitude me frappait, j'imaginais retourner dans cette maison, pousser la lourde porte en bois et entendre son doux rire de bienvenue. Cette maison était plus qu'un lieu pour moi. C'était un symbole d'amour véritable et la seule reconnaissance que j'ai jamais reçue. Elle me rappelait que même si mes parents et mes frères et sœurs me traitaient comme une ombre, il y avait eu quelqu'un qui m'avait vraiment vu. Et elle a laissé derrière elle un héritage que personne ne pouvait nier. Et c'est ce souvenir qui m'a permis de tenir bon. J'ai appris à accepter la distance avec ma famille et à ne plus exiger de reconnaissance de leur part. Je me suis consacré à mon travail, à mes amis qui sont devenus ma vraie famille et à un avenir que j'étais déterminé à construire de mes propres mains. Pourtant, au fond de moi, je savais qu'un jour, ce dernier fil me ramènerait, me forçant à affronter la vérité que ma famille avait si ardemment tenté d'enterrer. Et quand ce jour viendrait, je ne serais plus la jeune fille silencieuse qui acceptait tout. Un après-midi d'octobre, alors que j'étais assise à mon bureau à Chicago, mon téléphone a vibré. Un message est apparu d'un vieil ami de Boston, quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Juste quelques mots. M'a dit, je viens de passer dans ton ancienne rue. La maison de ta grand-mère a un panneau à vendre. J'ai relu le texto encore et encore, mon cœur battant la chamade. En un instant, j'ai pu voir la familière maison en bois, le porche d'automne, l'odeur de lavande et de cuisson de mon enfance, plus vive que si cela s'était produit la veille. Une seule ligne de texte, et tout mon monde a basculé. J'ai immédiatement ouvert mon ordinateur portable, j'ai tapé l'adresse dans un site immobilier, et la voilà. Une photo de la maison d'Eleanor, maintenant fatiguée, sa peinture s'écaillant, la porte en bois à moitié fermée, et un panneau, à vendre, planté dans le jardin. Ma gorge s'est nouée. J'ai appelé ma mère. Quand elle a décroché, sa voix était légère, presque soulagée, comme si rien de grave n'était en jeu. Oh, m'a dit, comment vas-tu? Oui, on a décidé de vendre la maison de maman. Il était temps. Vraiment? Tu ne t'en es jamais soucié de toute façon. De plus, ce n'est qu'un fardeau. Je suis devenu engourdi. Tu ne t'en es jamais soucié. Les mots m'ont transpercé comme un couteau froid. Chaque fibre de mon être voulait crier que si, je m'en souciais,
que la maison était le seul endroit où je m'étais jamais senti aimé. Mais je n'ai rien dit. Je suis simplement restée silencieuse, j'ai marmonné, je comprends, et j'ai raccroché. Cette nuit-là, je me suis assise seule dans mon petit appartement à Chicago, la lumière jaune et chaude se répandant sur la table de cuisine vide. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé dans le vide. Les mots de ma mère résonnaient dans ma tête. Ce n'est qu'un fardeau. La maison qui contenait mes souvenirs, ma grand-mère, les étés remplis de soleil et l'odeur de la tarte à la citrouille n'était pour eux rien de plus qu'un objet lourd à jeter. Pour la première fois, quelque chose en moi a changé. Je ne ressentais plus seulement de la douleur ou de la déception comme avant. Cette fois, j'ai vu une vérité clairement. Si je gardais le silence, je serais toujours mise de côté. Et j'avais gardé le silence bien trop longtemps. Une pensée m'a frappé. Je ne discuterai pas. Je ne supplierai pas. Je ne plaiderai pas pour qu'ils reconnaissent ma valeur. J'avais essayé tout cela pendant mon enfance, et cela n'avait jamais été payant. Au lieu de cela, je prendrai le contrôle. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché le nom de l'agence immobilière inscrit sur le panneau de la photo. J'ai envoyé un email, mais pas sous mon vrai nom. J'ai signé « Monsieur Bennett ». Bennett, le nom de famille de ma grand-mère, assez distant pour me cacher de ma famille, assez proche pour me faire sentir qu'elle était à mes côtés. Dans le message, je me suis présenté comme un investisseur immobilier intéressé par les maisons historiques de Boston. Quelques jours plus tard, l'agent a répondu, m'invitant à programmer une visite. J'ai réservé un billet d'avion et j'ai fait une seule petite valise. Le jour du vol, debout à l'aéroport alors que les gens se dépêchaient, je savais que je prenais un risque. Mais jamais je n'avais ressenti une telle clarté à l'intérieur. Je ne revenais plus en tant que fille invisible. Je revenais en tant qu'adulte, prête à écrire le prochain chapitre de ma propre histoire. Dès que je suis sorti du taxi et que j'ai vu la maison de loin, ma poitrine s'est serrée. Elle avait l'air encore plus vieille que sur les photos, la peinture s'écaillant, le porche couvert de poussière, le jardin de tournesol que ma grand-mère entretenait autrefois réduit à des tiges cassées et flétries. J'ai monté les marches en bois, chaque craquement sous mes pieds me donnant l'impression que je pouvais la revoir, assise dans son fauteuil en osier, souriant doucement. J'ai pris une profonde inspiration, ravalant les larmes qui montaient dans ma gorge, et je suis entré avec l'agent. Au moment où j'ai franchi le seuil, tout mon corps a tremblé. L'espace familier m'a submergé comme une vague de souvenirs. J'ai vu le papier peint délavé se décoller des murs, mais dans mon esprit, je me souvenais du motif floral beige que ma grand-mère avait posé seule pendant un hiver glacial. J'ai entendu le craquement des planchers sous mes pieds, me rappelant instantanément le son chaque fois que j'avais couru la trouver dans la cuisine. La légère odeur de lavande flottait dans l'air, même si la maison était vide depuis des années. Mon cœur s'est serré, mes yeux me piquaient. Je me suis détourné, faisant semblant d'examiner la pièce comme un investisseur détaché, tandis que ma vision se brouillait de larmes que je pouvais à peine retenir. Je me suis arrêté dans le salon où le vieux piano de ma grand-mère se trouvait encore. Les touches étaient couvertes de poussière, beaucoup jaunies par l'âge, pourtant à mes oreilles, je pouvais entendre les mélodies hésitantes du passé, quand elle m'apprenait mes toutes premières notes. J'ai posé doucement la main sur le couvercle, murmurant d'une voix tremblante, « Grand-mère, je suis à la maison. » L'agent continuait de parler avec enthousiasme du potentiel de rénovation, de la valeur croissante du quartier, mais je n'écoutais qu'à moitié. Dans mon esprit, une décision avait déjà été prise. J'achèterais cette maison, peu importe le coût. Quand la visite s'est terminée, je suis sorti sur le porche et j'ai respiré l'air vif de Boston. J'ai réalisé clairement que si j'hésitais, il la vendrait à quelqu'un d'autre. Je ne pouvais pas laisser l'héritage de ma grand-mère disparaître entre des mains étrangères. Alors, dès mon retour à l'hôtel, j'ai commencé les formalités administratives. La société écran que j'avais créée des mois plus tôt, Bennett Holdings LLC, a servi d'acheteur officiel. Les documents ont été signés rapidement parce que je n'ai pas marchandé et que je n'ai montré aucune émotion. J'ai payé le prix demandé directement, ce qui a plu à l'agent et a accéléré le processus. Quand le transfert a été terminé, je me suis assise seule dans la chambre d'hôtel avec la pile de papiers de propriété sur la table, le nouveau propriétaire inscrit sous le nom de Bennett, c'était moi. J'ai pleuré, non pas de triomphe, mais du sentiment d'avoir enfin récupéré ce qui m'appartenait, et plus vraiment à elle. Je savais qu'elle serait fière que je n'ai pas abandonné la maison ou nos souvenirs. Mais je savais aussi que ce n'était pas encore le moment de révéler la vérité. Mes parents, Victoria et Ethan,
pensaient toujours qu'ils avaient vendu la maison et s'étaient débarrassés du fardeau. J'ai décidé de rester silencieuse et d'attendre. Thanksgiving approchait, et j'étais certaine qu'ils se réuniraient et se vanteraient d'avoir enfin réglé le sort de la maison. J'imaginais le sourire moqueur de ma mère, le rire hautain de Victoria et les probables blagues d'Ethan. Cette fois, je ne resterai pas silencieuse. Je m'assiérai là, lèverai un verre et dirai calmement « J'espère que vous profiterez de l'argent, car l'acheteur, c'est moi. » Je voulais que ce moment soit une véritable surprise, qu'il les laisse stupéfaits, pour que, pour la première fois de leur vie, ils soient confrontés au fait que je n'étais plus une ombre qu'ils pouvaient ignorer. Ce soir-là, à Thanksgiving, je suis entré dans la maison de mes parents comme une étrangère invitée. Leur maison de banlieue de Boston était habillée pour impressionner. Des couronnes d'automne étaient accrochées à la porte. Des bougies parfumées remplissaient le salon de l'odeur de la vanille et de la cannelle. La longue table de la salle à manger était recouverte d'une nappe de couleur crème, une dinde rôtie dorée placée au centre, flanquée de bols de purée de pommes de terre, de sauce au canneberge et de bouteilles de vin rouge déjà débouchées. La pièce bourdonnait de bruit et de rire. Une réunion de famille parfaite, à laquelle je n'avais jamais vraiment appartenu. Victoria était assise en bout de table dans une robe bleu foncé qui épousait sa silhouette, ses cheveux coiffés en vague impeccable comme si elle venait de sortir d'une séance photo. Elle tenait le salon, racontant sans cesse sa nouvelle position dans un prestigieux cabinet d'avocats de New York, la voix débordant de fierté. Le cabinet apprécie vraiment mon expertise. Je vais gérer tout un groupe de clients internationaux. La pression est intense, mais c'est une telle opportunité. Mes parents hochaient la tête avec empressement, leur visage rayonnant de fierté. Notre brillante fille, rayonnait ma mère. Une telle fierté pour la famille. J'étais assise tranquillement, offrant un léger sourire et sirotant mon vin. Personne n'a pensé à me demander comment j'allais. Puis ce fut le tour d'Ethan, mon plus jeune frère, de se lancer dans une vantardise sur son nouveau projet de start-up. En réalité, c'était sa 4e tentative en 3 ans, chacune se terminant par un échec. Pourtant, mes parents le regardaient comme s'il était un génie méconnu. C'est une idée brillante, a dit mon père en lui tapant sur l'épaule. Le risque n'est que le tremplin du succès. Vas-y et essaie. On te soutient. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire intérieurement. Je me suis souvenu quand j'avais autrefois rêvé de créer quelque chose par moi-même. Tout ce que j'entendais, c'était « tu devrais prendre la voie sûre. Ne perds pas de temps avec des fantaisies. » La table s'est remplie de rires et de tintements de verre. Je suis restée silencieuse, observant chaque visage, chaque geste familier. Cette scène animée me semblait être une performance mise en scène où je n'étais qu'une spectatrice, jamais on ne m'avait donné de rôle à jouer. Je m'étais préparé à ce moment, alors j'ai attendu patiemment, hochant la tête quand Victoria se vantait, souriant légèrement quand Ethan était loué, comme si j'étais toujours la belle, calme et invisible m'a dit. Puis est venu le dessert. Ma mère a apporté une grande tarte à la citrouille, une épaisse crème fouettée généreusement étalée sur le dessus. Elle l'a posée au centre de la table, ses yeux brillant d'un secret. J'ai reconnu le moment instantanément, celui où ils allaient annoncer leur grande nouvelle. Effectivement, elle a pris une gorgée de vin, a jeté un coup d'œil autour de la table avec un sourire triomphant et a dit, en étirant ses mots pour faire de l'effet, « Oh, j'ai presque oublié de mentionner. On a enfin vendu la maison de maman. Enfin, on est débarrassé de ce fardeau. » Et m'a dit, « Tu n'étais de toute façon pas dans le testament, alors vraiment, pourquoi ça t'importerait ?» Le tintement des couverts s'est arrêté en plein vol. J'ai senti tous les yeux se tourner vers moi, attendant une réaction. Mon cœur battait la chamade, mais mon visage est resté calme. J'ai fait tourner légèrement mon verre, regardant le vin rouge scintiller sous la lumière des bougies. Victoria a laissé échapper un rire aigu et moqueur, remuant le couteau dans la plaie. « Tant mieux, a-t-elle dit. Même si Maddy avait eu la maison, elle l'aurait juste gaspillée. Je suis honnêtement contente qu'elle ait été vendue. » Ethan a gloussé paresseusement, se versant plus de vin, marmonnant à voix basse. « Ouais, heureusement qu'elle est partie. Si elle l'avait gardée, elle l'aurait probablement transformée en repère d'ermite. » Quand j'ai tranquillement levé mon verre et j'ai pris une gorgée. L'amertume s'est répandue sur ma langue, mais elle a apporté avec elle un calme étrange. Posant le verre, j'ai lentement levé la tête, fixant mes parents avant de jeter un coup d'œil à Victoria. J'ai laissé le silence s'étirer juste assez longtemps pour qu'il pique, pour que le tic-tac de l'horloge murale résonne dans la pièce qui devenait silencieuse. Puis j'ai parlé, ma voix douce mais vive,
chaque mot tranchant l'air comme une fine lame. J'espère que vous profitez de l'argent, car l'acheteur, c'était moi. La pièce est tombée dans un silence absolu. Le sourire de ma mère s'est figé, ses yeux s'écarquillant alors que la cuillère lui glissait des mains et tombait avec un bruit sec contre son assiette. Victoria s'est redressée brusquement, son visage devenant rouge d'un mélange de choc et de fureur. Mon père a froncé profondément les sourcils, essayant de comprendre ce que je venais de dire. Ethan a cligné des yeux encore et encore, comme s'il résolvait une équation trop compliquée pour son esprit ivre. Personne n'a parlé. J'ai regardé autour de la table et j'ai vu, pour la première fois de ma vie, tous les regards fixés sur moi, non pas pour se moquer, non pas pour rejeter, mais parce qu'ils ne l'avaient jamais vu venir. J'ai de nouveau levé mon verre, le faisant tourner une fois de plus avant d'offrir un léger sourire. Oui, ai-je continué. C'est moi qui ai acheté la maison de grand-mère, par l'intermédiaire de ma propre entreprise. Sans l'aide de personne, sans argent emprunté. Je l'ai fait parce que je voulais préserver son héritage, pas pour l'argent. J'ai fait une pause, laissant mes mots s'installer dans la tension qui remplissait la pièce. Personne n'avait rien à répondre, du moins pas à ce moment-là. La pièce, autrefois remplie de rire, ne portait plus que le son de respiration lourde et le léger cliquetis des couverts contre les assiettes. La nuit de Thanksgiving s'est terminée sous un nuage si lourd que je pouvais entendre le vent siffler à l'extérieur de la fenêtre plus clairement que les gens à l'intérieur. Il n'y a pas eu d'adieu chaleureux, pas de vœux de vacances comme les années précédentes. J'ai quitté le silence gênant pendant que mes parents, Victoria et Ethan, restaient assis autour de la table froide et sans vie. Je savais que la tempête n'était pas terminée. Et comme je m'y attendais, le lendemain matin, mon téléphone a vibré sans arrêt, inondé de messages. Le premier venait de ma mère. Tu as humilié cette famille devant tout le monde. Te rends-tu seulement compte à quel point tu es égoïste? Ton père et moi nous sommes occupés de cette maison pendant des années, et tu arrives juste pour tout gâcher. Ensuite, un message de mon père. Ces mots plus froids mais débordants de colère. Tu as exploité une faille pour acheter la maison à bas prix. Ce n'est pas l'acte d'une fille attentionnée. Tu n'as fait qu'éloigner encore plus cette famille. Puis est venue Victoria, aussi vive et tranchante que jamais. Tu crois que tu as gagné, n'est-ce pas? Tout ce que tu as fait, c'est te venger. Si grand-mère était en vie, elle serait déçue que tu aies transformé son héritage en un coup d'éclat pour te prouver. J'ai lu chaque message sans répondre. Leurs accusations n'étaient pas surprenantes, mais chacune d'elles rouvrait de vieilles blessures, celles qui étaient là depuis que j'étais enfant, assises tranquillement au bout de la table, oubliées au milieu de leurs histoires de famille. Ethan était différent. Son message avait un ton plus doux. M'a dit, je sais que les choses ont un peu dérapé hier soir. Maman et Vic ont juste perdu leur sang-froid. Honnêtement, je pense que c'est bien que la maison ait fini avec toi. Au moins, elle reste dans la famille. Parlons, d'accord? Pas besoin de laisser ça empirer. Il a même appelé, sa voix pâteuse d'alcool, mais bordée de culpabilité. Je ne savais pas qu'il dirait tout ça. Je veux juste que tout le monde s'entende. J'ai répondu par quelques mots brefs avant de raccrocher. Pour le reste de la semaine, mon téléphone a ressemblé à un champ de bataille. D'un côté, il y avait les accusations et les reproches de mes parents et de Victoria. De l'autre, les messages d'Ethan, plaidant pour la paix. Je suis restée silencieuse, n'offrant aucune défense, aucune réaction. Pourtant, à l'intérieur de moi, un doute grandissait, se propageant comme une fissure dans le verre. Pourquoi grand-mère Eleanor, la femme qui m'avait tenu la main tant de fois et avait murmuré, un jour, cette maison sera à toi, serait-elle exclue de la version de son testament de mes parents? J'ai repensé aux après-midi sur le porche, à son doux sourire alors qu'elle me disait que cette maison portait l'âme de la famille et qu'elle croyait que j'étais la seule qui la chérirait vraiment. Des mots comme cela n'étaient ni vagues ni négligents. Alors pourquoi, après son décès, mes parents ont-ils hardiment prétendu que je n'étais pas mentionné du tout? Pourquoi les funérailles ont-elles été avancées sans préavis, ne me laissant aucune chance de revenir? Pourquoi chaque détail de l'héritage n'a-t-il été livré que par leur voix, sans qu'un seul document officiel ne me soit montré? Ces questions tourbillonnaient dans ma tête et m'ont volé mon sommeil pendant de nombreuses nuits. Je me suis assise dans mon appartement de Chicago, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai passé au peigne fin chaque vieil email, chaque bout de papier que ma grand-mère avait jamais envoyé, espérant trouver un indice. J'ai même sorti les cartes d'anniversaire qu'elle avait écrites à la main, son écriture ronde, parfois légèrement inclinée vers la droite. Dans l'une d'elles,
j'ai trouvé une ligne qu'elle avait écrite. M'a dit, crois toujours que tu mérites ce que tu cultives. Cette maison, quoi qu'il arrive, est à toi. En la lisant, mes yeux se sont brouillés. Je savais qu'elle ne parlait jamais sans raison. Plus j'y pensais, plus j'étais certaine que quelque chose avait été caché. Peut-être que mes parents avaient dissimulé une version alternative du testament ou avaient délibérément géré la paperasse d'une manière qui leur était bénéfique. La pensée m'a mise en rage et m'a propulsé en même temps. Je ne pouvais plus laisser la vérité enfouie sous une couche de tromperie. Un soir, je me suis assise seule près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville clignoter comme des yeux lointains et inconnus. J'ai siroté un café amer et je me suis dit qu'il était temps. Je ne serais plus la Maddy silencieuse et résignée. Je serais la Maddy en qui ma grand-mère croyait, celle en qui elle avait confiance, et je me lèverais pour réclamer la vérité. J'ai commencé à faire un plan. D'abord, je contacterai le bureau des successions de Boston, où les testaments étaient archivés. Si mon nom avait déjà été inclus, il devait y avoir une trace. J'essaierai également de trouver l'ancien avocat de ma grand-mère, s'il était encore en vie ou exerçait encore. J'examinerai les registres de propriété, la date du transfert, la méthode de signature. Chaque fragment d'information serait une pièce du puzzle dont j'avais besoin pour reconstituer l'image complète. Cette nuit-là, j'ai ouvert le vieux carnet en cuir que ma grand-mère m'avait offert lorsque je suis entré à l'université et j'ai commencé à lister chaque étape. Les premiers mots que j'ai écrits étaient « trouver la vérité ». Je ne savais pas où le voyage me mènerait, que ce soit dans une bataille juridique ou une confrontation douloureuse. Mais je savais une chose. Je le devais à Eleanor, et je me le devais à moi-même, de découvrir la vérité. Un lundi matin, j'ai demandé une demi-journée de congé et j'ai pris le premier vol de Chicago à Boston. Dans mes mains, je portais un dossier de documents personnels, une longue liste de tâches et une détermination qui ne laissait aucune place au retour en arrière. Depuis que ma mère m'avait accusé d'être égoïste, une question résonnait dans mon esprit. Si Eleanor avait promis un jour que la maison serait à moi, comment osait-il dire que je n'avais jamais été nommé dans son testament ? J'avais besoin de preuves, pas de mots. Mon premier arrêt a été le bureau des successions où ma grand-mère avait déposé des documents des années auparavant. C'était un modeste bâtiment en briques rouges près du centre-ville, avec de la moquette usée mais propre dans les couloirs. J'ai pris une profonde inspiration et je suis entré, modulant ma voix alors que j'expliquais à la réceptionniste que je voulais consulter les dossiers liés au testament de ma grand-mère, Eleanor Bennett. La femme d'âge moyen derrière le bureau m'a tendu un formulaire, son ton indifférent, comme si ce n'était rien de plus que de la routine. J'ai rempli le nom et la date de son décès, puis je l'ai rendu. Une demi-heure plus tard, un dossier a été sorti. Mon cœur battait la chamade alors que la greffière feuilletait les pages jusqu'à ce qu'elle s'arrête à un testament daté de quelques semaines seulement avant la mort de ma grand-mère. L'écriture familière et inclinée est apparue devant mes yeux. Moi, Eleanor Bennett, je lègue la maison de Maple Street ainsi que tout son contenu à ma petite-fille, Malin Harris, car elle est la seule qui a toujours chéri cette maison et la préservera. J'ai lu la ligne 3 fois, ma vision se brouillant de larmes. Tous les souvenirs sont revenus en force, ces après-midi où elle me tenait la main sur le porche, ces murmures que « la maison sera à toi ». Elle l'avait écrit, pas seulement dit à haute voix. Et puis je me suis tourné vers les documents d'accompagnement. La vérité m'a figé sur place. À côté de ce testament se trouvait une version plus ancienne, rédigée des années auparavant, dans laquelle la maison était laissée à ma fille, Margaret Harris, et son mari. Cette version plus ancienne était celle que mes parents avaient soumise au tribunal. Tremblante, j'ai réussi à demander à la greffière, y a-t-il une trace que ce testament le plus récent a été utilisé dans le processus de succession ? Elle a secoué la tête et a répondu sèchement, non. Le seul document soumis était la version la plus ancienne. Celui-ci n'a jamais été présenté. Je suis sorti du bureau des successions, mes jambes à peine stables sous moi. Mais je ne me suis pas arrêté. Je me suis dirigé directement vers le palais de justice du comté, l'endroit qui s'occupait des affaires de succession. Après avoir déposé une demande de dossier, on m'a remis une copie du dossier de succession de ma famille. Comme je l'avais soupçonné, mes parents avaient soumis l'ancien testament ainsi qu'un acte de transfert portant la signature d'Eleanor, un acte qui avait été notarié frauduleusement. J'ai regardé la signature sur la page, les traits tremblants et inégaux, rien à voir avec l'écriture gracieuse que je connaissais si bien. La chaleur m'est montée au visage. Tout mon corps tremblait, non seulement de colère, mais aussi du choc brutal de la trahison. Mes parents,
les personnes qui étaient censées me protéger et me guider, avaient volé l'héritage que ma grand-mère m'avait laissé, avaient menti en disant que je n'étais jamais dans le testament, et avaient falsifié des documents pour enterrer la vérité. Je me suis souvenu des funérailles, de la façon dont ils avaient délibérément changé l'heure pour que je ne puisse pas venir. Maintenant, l'image entière était complète. Ils avaient voulu m'effacer depuis le début, comme si je n'avais jamais fait partie de la famille. J'ai quitté le palais de justice, hébété. Le ciel de Boston ce jour-là était d'un gris terne, le vent mordant, mais rien de tout cela ne se comparait au gel qui me tordait à l'intérieur. Je me suis assise sur les marches en pierre à l'extérieur, regardant les gens passer comme si le monde venait de s'effondrer. Pendant des années, je m'étais convaincu que j'étais simplement négligé, juste moins favorisé. Mais la vérité était bien plus sombre. Il m'avait intentionnellement exclu de tout en utilisant une tromperie calculée. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai essuyé mes larmes et j'ai sorti mon téléphone. J'ai composé le numéro d'un cabinet d'avocats spécialisé dans les litiges successoraux, un cabinet que j'avais déjà recherché lorsqu'une voix de baryton stable a répondu « Bonjour, cabinet d'avocats Mitchell & Gray. En quoi puis-je vous aider ?» Je savais que j'avais franchi une ligne que je ne pourrais jamais reculer. Ma voix est sortie, mais déterminée, alors que je disais « J'ai besoin d'un rendez-vous. Je viens de découvrir des preuves que mes parents ont soumis le mauvais testament et ont peut-être falsifié des documents de transfert. Je veux intenter une action en justice. J'ai. La ligne est devenue silencieuse un instant avant que l'avocat ne réponde « Mademoiselle Harris, si ce que vous dites est vrai, ce n'est pas seulement un litige civil. C'est de la fraude. Venez à notre bureau. Apportez tous les documents. Nous commencerons par là. » J'ai raccroché. Mon cœur battait toujours la chamade. Pas de choc cette fois, mais d'une poussée d'une nouvelle énergie, de détermination. Si mes parents croyaient que je serais toujours la fille obéissante et silencieuse qui les laissait faire ce qu'ils voulaient, ils avaient tort. Je leur ferai face. Je me battrai non seulement pour moi-même, mais pour la vérité et pour Eleanor. Je suis arrivé au bureau de Mitchell & Gray un matin de week-end froid. Boston était drapé de brouillard, les rues en briques rouges humides des restes de la pluie de la nuit dernière. Mon avocat principal, Richard Mitchell, était un homme d'une cinquantaine d'années, mince et stable, sa voix portant le poids de la certitude. Il a feuilleté les documents que j'avais apportés, la copie du testament le plus récent de ma grand-mère, les registres de succession que mes parents avaient soumis, et l'acte de transfert frauduleux avec la signature tremblante. Me regardant par-dessus des lunettes à monture argentée. Son regard était sévère mais résolu. Mademoiselle Harris, c'est un cas clair de fraude successorale. Vos parents ont délibérément dissimulé le testament valide et ont utilisé un testament obsolète soutenu par des documents falsifiés. Ce n'est pas seulement une violation civile. Cela frise la conduite criminelle. Mais d'abord, nous allons intenter une action civile pour restaurer votre héritage légitime. En entendant ces mots, ma poitrine s'est serrée et s'est relâchée en même temps. Enfin, la vérité que je soupçonnais depuis si longtemps avait maintenant une voie légale pour la confirmer. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis consacré à la collecte de preuves. Richard m'a guidé avec soin. Nous avons besoin de témoignages de quiconque peut confirmer qu'Eleanor a exprimé son souhait de vous laisser la maison. Plus il y aura de témoins, mieux ce sera. Nous devons également trouver des personnes qui étaient en contact avec elle au moment où elle a rédigé le Nouveau Testament, des voisins, des amis de l'Église, même son comptable. J'ai commencé par les visages familiers de Maple Street. Madame Valente, la voisine d'à accent grave côté, s'en souvenait clairement. Il y a eu de nombreuses fois où Eleanor m'a dit que vous étiez la seule qui s'asseyait avec elle, qui écoutait ses histoires, qui aidait dans le jardin. Elle a dit que cette maison vous reviendrait à la fin. Je peux rédiger une déclaration si nécessaire. Ces mots m'ont fait monter les larmes aux yeux, et j'ai serré sa main fermement en guise de remerciement. Ensuite, je suis allé à l'église où ma grand-mère avait chanté dans la chorale. Le pasteur âgé, Monsieur Hamilton, s'en souvenait vivement. Eleanor me confiait souvent qu'elle craignait que sa famille ne respecte pas ses souhaits. Elle m'a dit qu'elle avait mis à jour son testament en vous laissant la maison. Je serais heureux de le confirmer. Une autre amie proche du groupe de femmes de l'église a ajouté, elle était si fière de vous, m'a dit. Elle disait toujours que vous étiez la seule qui la voyait et la comprenait vraiment. Chacun de ces témoignages ressemblait à des pièces d'un puzzle, reconstituant l'image que mes parents avaient si ardemment tenté de déchirer. Le plus important de tous était la parole de son ancien comptable, Monsieur Wallace.
Il m'a fallu près d'une semaine pour le retrouver. Il était maintenant à la retraite et vivait en banlieue. Quand je l'ai enfin joint, il s'est souvenu immédiatement. J'ai travaillé avec Eleanor pendant de nombreuses années. Dans le dernier mois avant son décès, elle m'a envoyé une note par email indiquant que la maison devait vous revenir. J'en ai toujours une copie dans mes archives. Quand il a imprimé cet email et me l'a tendu, mes mains tremblaient. La preuve était indéniable, un document daté, stocké dans les archives, quelque chose que personne ne pouvait réfuter. Alors que le processus juridique prenait lentement forme, j'ai commencé un autre voyage, la restauration de la maison. Chaque week-end, je retournais à Boston, emmitouflé dans un lourd manteau, retroussant mes manches pour travailler aux côtés des couvreurs. Nous avons remplacé les bardeaux qui s'effritaient, renforcé la charpente en bois avec des supports en acier caché pour préserver la structure d'origine. J'ai parcouru le jardin, arrachant les mauvaises herbes qui avaient envahi le sol, et j'ai planté des graines de tournesol. La fleur préférée de ma grand-mère Eleanor, celle qui, me disait-elle, trouve toujours la lumière, peu importe de quel côté elle se trouve. Chaque fois que je pressais une graine dans la terre, je me sentais un peu plus guéri, comme si elle me chuchotait des encouragements pour continuer. La maison a lentement repris vie. L'odeur du bois neuf se mêlait au sachet de lavande que j'avais trouvé caché dans son tiroir. Le salon a été peint d'un beige doux, et j'ai laissé le vieux piano en place comme un symbole. J'ai essuyé chaque touche avec soin, puis j'en ai pressé une légèrement. Le son a encore résonné, déformé mais vivant, comme une voix du passé. Je me suis promis que je le ferais restaurer pour qu'un jour, les mélodies qu'elle jouait résonnent à nouveau dans la pièce. Debout dans le jardin, regardant les pousses de tournesol sortir du sol humide, j'ai profondément ressenti que cet endroit était plus qu'une propriété, c'était un sanctuaire de guérison. Après des années à vivre dans l'ombre de ma famille, j'avais enfin trouvé un espace qui m'appartenait uniquement. Un endroit où je pouvais respirer, reconstruire et reprendre des forces. La maison est devenue la preuve que je n'étais plus l'enfant abandonné, mais une femme capable de construire, de protéger et d'affirmer sa propre valeur. Un soir tard, après avoir terminé le nettoyage de la journée, je me suis assise sur le porche avec une tasse de thé chaud à la main. Le vent d'automne bruissait dans les érables, dispersant des feuilles jaunes sur les marches. J'ai ouvert le carnet en cuir que ma grand-mère m'avait offert lorsque je suis entré à l'université et j'ai écrit une nouvelle ligne. Prochaine étape, intenter une action en justice. Je savais que la route à venir serait semée d'embûches. Ma famille résisterait, me salirait, rallierait peut-être même des parents à sa cause. Mais pour la première fois de ma vie, je me sentais armé de la vérité, de preuves et d'un foyer que personne ne pouvait nier. Le jour du procès, Boston semblait enveloppé d'un linceul de tension invisible. Je suis entré dans le palais de justice du comté, les paumes glacées malgré le dossier que je serrais fermement. La salle d'audience brillait sous les néons. Des rangées de bancs en bois étaient alignées proprement et, à l'avant, se dressait l'imposant banc du juge. Je me suis assise à côté de mon avocat, Richard Mitchell, tandis que mes parents et Victoria étaient assis en face avec leur avocat. Ethan était absent, ce qui m'a laissé à la fois attristé et étrangement soulagé. Au début de la séance, la juge, une femme aux cheveux argentés et aux lunettes à monture noire, a appelé à l'ordre. L'avocat de mes parents, un homme élégant à la voix polie, a ouvert la défense. Votre honneur, il ne s'agit pas de fraude. C'était simplement un malentendu pendant une période de deuil. M et Madame Harris croyaient que l'Ancien Testament était le dernier, et pour éviter des complications inutiles, ils ont choisi la voie la plus simple. Il a insisté sur les mots « malentendu » et « plus simple », comme s'il s'accrochait à une bouée de sauvetage. Mes parents étaient assis là avec un chagrin soigneusement arrangé sur leur visage. Ma mère s'est tamponné les yeux et a murmuré « Nous voulions seulement faire avancer les choses pour que personne ne souffre davantage. » Maddy était si jeune à l'époque, nous ne pensions pas qu'elle voudrait s'occuper d'une vieille maison. Victoria a croisé les bras, son regard froid se posant sur moi comme pour envoyer le message que je perturbais le bien commun. Richard, assis à côté de moi, a tapoté légèrement son stylo sur la table avant de se lever. Sa voix était basse, mais portait clairement. Votre honneur, la plaignante a des preuves irréfutables qu'il ne s'agissait pas d'un malentendu, mais d'une dissimulation délibérée. Il a ouvert son dossier et a commencé à présenter les pièces à conviction. D'abord, le testament le plus récent d'Eleanor, signé et daté quelques semaines seulement avant sa mort. La juge a pris la copie, l'a parcourue et a fait un léger signe de tête. Richard a poursuivi, ce testament lègue clairement la maison de Maple Street à Mademoiselle Malin Harris. Les défendeurs,
cependant, ont intentionnellement caché ce document et ont soumis un document plus ancien en vertu duquel la maison leur reviendrait. Ils ont non seulement ignoré le testament valide, mais l'ont également complété par un acte de transfert illégal. Ensuite, il a appelé le notaire, Mademoiselle Diana, à la barre. La femme d'âge moyen s'est avancée et a parlé avec certitude. La signature sur l'acte de transfert n'est pas la mienne. Je n'ai notarié aucun document lié à Mademoiselle Eleanor à cette date. Mon registre de notaire confirme que je ne travaillais pas ce jour-là. Un murmure a parcouru la salle d'audience. La juge a froncé les sourcils et a jeté un coup d'œil à mes parents. Richard n'avait pas fini. Il a produit l'email du comptable, Wallace, dans lequel Eleanor déclarait clairement « J'ai mis à jour mon testament. La maison reviendra à ma petite-fille », m'a dit. Monsieur Wallace était également présent pour confirmer qu'il avait reçu cet email juste une semaine avant son décès. Le coup de grâce a été la lettre manuscrite découverte cachée dans le journal de ma grand-mère. Richard l'a lu à voix haute, sa voix stable mais empreinte d'émotion. M'a dit, si tu lis ces lignes, cela signifie que je ne suis plus là. Je veux que tu saches que cette maison est à toi. Tu es la seule qui l'aime vraiment. Ne laisse personne te faire croire que tu n'en es pas digne. La salle d'audience est tombée dans un silence complet. Je pouvais entendre mon cœur battre la chamade alors que les mots familiers résonnaient dans le lieu le plus public imaginable, mes yeux piquants de larmes. L'avocat de la partie adverse a essayé d'intervenir, son ton urgent. Il est possible qu'Eleanor ait été confuse. Peut-être que ce testament n'a pas été officiellement validé. Mais la juge a levé une main, le coupant. Assez. Les preuves sont claires. Ce n'était pas une erreur. C'était intentionnel. La pièce a sombré dans un lourd silence. J'ai regardé mes parents. La tête de mon père était baissée, sa mâchoire serrée. Le visage de ma mère était devenu pâle, ses mains tremblantes. Victoria se mordait la lèvre, ses yeux brûlants de fureur, comme si elle pouvait me déchirer du regard, mais elle n'avait plus de mots à jeter. Enfin, la juge a rendu son verdict. Le testament valide est le document daté du 14 octobre, qui lègue la maison à Mademoiselle Malin Harris. Le testament antérieur et l'acte de transfert sont nuls. M et Madame Harris sont sanctionnés pour conduite frauduleuse et sont condamnés à couvrir les frais de justice et les dommages-intérêts. Sa voix était ferme, ne laissant aucune place au doute. Je suis restée assise là, sans applaudir, sans fondre en larmes, expirant seulement doucement comme si je déposais un poids que j'avais porté pendant des années. Ce n'était pas une victoire à célébrer, mais la confirmation de la vérité. Je n'avais pas besoin de crier pour obtenir justice. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de preuves, de patience et de la voix d'Eleanor, la seule personne qui avait jamais cru en moi. Lorsque l'audience s'est terminée, j'ai lentement rassemblé mes papiers. Mes parents et Victoria sont sortis en silence, sans même me jeter un regard. Je ne les ai pas non plus rappelés. Entre nous, la distance était devenue trop grande, la fracture trop profonde. Mais pour la première fois de ma vie, je ne me sentais plus comme l'enfant invisible. Je m'étais défendu, j'avais défendu ce qui m'appartenait, et j'avais prévalu avec une fierté calme et provocante. Dans les semaines qui ont suivi, les répercussions se sont propagées plus vite que je ne l'avais prévu. Dans une ville comme Boston, où les voisins et les collègues sont inévitablement connectés, la fraude à la succession ne pouvait pas rester cachée. En quelques semaines seulement après le jugement, mes parents ont perdu presque toute leur crédibilité. Ma mère, autrefois une figure du conseil des parents de l'église et louée comme une femme modèle, suscitait maintenant des chuchotements à chaque service du dimanche. Les gens ont cessé de la saluer. Certains ont même changé de chemin pour éviter de la croiser. Mon père, longtemps habitué à porter le masque de la respectabilité, est tombé dans le silence, ne se vantant plus de ses entreprises. Un ancien partenaire immobilier a complètement coupé les ponts, citant clairement « Nous ne souhaitons pas être associés à un scandale juridique ». Victoria a subi le coup le plus dur. Le cabinet d'avocats où elle travaillait, un lieu qui prisait sa réputation par-dessus tout, ne pouvait fermer les yeux. Une semaine seulement après que le titre « La famille Harris impliquée dans une fraude au testament » ait fait la une des nouvelles locales, elle a été suspendue. J'ai entendu par un vieil ami qu'elle s'était déchaînée, insistant « C'est entièrement la faute de Maddy ». Mais la vérité était indéniable. Personne ne les avait forcés à falsifier des documents, et personne ne les avait obligés à se moquer de moi au dîner de Thanksgiving. Le prix qu'ils ont payé était le résultat direct de choix qu'ils pensaient ne jamais être découverts. Ethan était le seul à susciter une lueur de pitié en moi.
Il n'avait jamais vraiment grandi, toujours protégé par nos parents. Après le procès, il m'a envoyé un court message. M'a dit, je suis désolé. Je n'ai jamais pensé que ce serait si grave. J'ai honte de n'avoir rien fait pour les arrêter. J'ai lu ces mots plusieurs fois, mais à la fin, je n'ai pas répondu. Non par haine, mais parce que j'avais choisi une autre voie, celle de couper complètement les ponts. J'ai bloqué la discussion de groupe de la famille, supprimé leur contact et abandonné l'espoir obsédant qu'un jour ils pourraient changer. Je savais maintenant qu'ils ne le feraient jamais. Et ma guérison ne viendrait jamais de l'attente de leurs regrets, mais de mon propre courage de m'éloigner. Au lieu de tourner le dos au passé, j'ai choisi de le transformer. La maison d'Eleanor est devenue plus qu'un héritage personnel. C'est devenu un cadeau à la communauté. Pendant des mois, je me suis consacré aux rénovations, préservant l'esprit de la maison tout en la transformant en un lieu où d'autres pourraient également trouver la paix. Le salon spacieux a été réimaginé en une salle de lecture confortable avec des étagères remplies des romans que ma grand-mère avait aimés. Son vieux piano a été envoyé en restauration et est revenu se dresser fièrement dans le coin où parfois je pressais quelques touches, laissant le son me ramener à l'enfance. Le jardin est devenu un radieux jardin de tournesols. Je les ai plantés rangées par rangées pour que, lorsque l'été arriverait, tout le jardin brille d'or, une mer de lumière s'étendant vers le ciel. Les voisins ont commencé à s'arrêter. Certains ont apporté des histoires d'Eleanor. D'autres voulaient simplement un coin tranquille pour lire. Un après-midi, Madame Valente, la vieille voisine, est arrivée avec une tarte aux pommes et a dit « Votre grand-mère serait si fière », m'a dit. La maison a vraiment repris vie. C'est à ce moment-là que l'idée de la fondation Eleanor est née. Je voulais transformer mon expérience douloureuse en espoir pour les autres. La fondation se concentrerait sur l'aide aux personnes qui avaient été dépouillées de leur héritage par leur propre famille, en leur donnant accès à un soutien juridique et à un moyen de préserver leur maison comme des souvenirs vivants. J'ai utilisé les dommages-intérêts accordés par le tribunal ainsi que mes économies pour la lancer. À ma grande surprise, le projet a rapidement obtenu le soutien de la communauté. Un journal local a écrit, d'un procès familial, une femme transforme sa douleur en une mission pour aider les autres à préserver leurs souvenirs. Oh, dans les mois qui ont suivi, la maison de ma grand-mère est devenue un lieu de rassemblement pour de petits événements communautaires, des ateliers sur la rédaction de testaments clairs, un club de lecture, et même des réunions où les gens partageaient leurs histoires de famille. Je me tenais parmi eux, écoutant d'autres personnes qui avaient autrefois été l'enfant oublié raconter leur parcours, et j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Chaque personne portait une blessure, mais la connexion a transformé cette douleur en force. Un an plus tard, un soir d'automne, j'étais assise sur le porche où Eleanor se reposait autrefois dans son vieux fauteuil en osier, une tasse de thé à la main, les yeux levés vers les feuilles d'érable qui tombaient. J'ai allumé la lumière du porche. Sa lueur chaude s'est répandue à l'extérieur, repoussant l'obscurité qui enveloppait la rue, et doucement, comme si je parlais au vent, j'ai murmuré, j'ai retrouvé ma valeur, et je n'ai plus besoin de la reconnaissance de personne. Oh. À ce moment-là, j'ai senti sa présence quelque part près de moi, souriant doucement, comme si elle avait été témoin du chemin que j'avais parcouru. Et pour la première fois, je me suis senti vraiment libre. Plus de chaînes, plus d'attentes, seulement moi et la nouvelle vie qui s'ouvrait devant moi. Peut-être que beaucoup d'entre vous qui écoutez cette histoire y verraient un reflet de votre propre vie. Peut-être que vous avez été comparé à vos frères et sœurs. Peut-être que vous avez été mis de côté lors de décisions importantes. Peut-être que vous avez été traité comme l'enfant invisible. Je veux que vous sachiez ceci. Vous n'êtes pas seul. Vous avez le droit de fixer des limites. Vous avez le droit de choisir l'amour de soi-même lorsque votre propre famille ne peut pas vous le donner. Rappelez-vous, la guérison ne vient pas en les regardant tomber. Elle vient du choix décisif de couper les liens, de vous choisir. Lorsque vous cesserez d'attendre des louanges ou de la reconnaissance, vous découvrirez à quel point la vraie liberté peut être douce.